Notez avant de commencer que cet épisode contient plusieurs allégations parlant notamment de viol, d'agression sexuelle, d'emprise et de plusieurs situations qui relèvent à la fois de crimes pénals et moraux. Si ce genre de thématique a tendance à vous troubler ou à rappeler des mauvais souvenirs, n'hésitez pas à ne pas écouter cet épisode. L'artiste n'a rien à voir dans cette affaire-là. Moi, je suis pas. L'artiste et l'homme, c'est différent pour vous. Ah oui. Par exemple, est-ce que vous iriez à une expo de peinture faite par Guy Georges? Ah là, c'est autre chose aussi. Ah, il est vache, lui. Il paraît qu'il fait des super peintures. Mais non, mais là. Vous voyez, vous ne séparez pas vraiment l'homme de l'artiste. Non, au final. c'est vrai. C'est vrai, mais c'est dommage. Et il a raison, Maurice, c'est dommage. Comment on fait pour se poser la question ? À la base, sur la création de ce podcast, je me suis retrouvé à devoir aller faire les archives d'internet et notamment les pires histoires les plus glauques que j'ai pu trouver. Et le but, c'était pas de faire un catalogue. Le but, c'était d'essayer de répondre à cette question. Peut-on séparer l'homme de l'artiste ? Bon, la réponse, on va la voir, je la développerai après. Et je vais surtout développer ça sur une autre thématique. Mais je voulais revenir là-dessus juste 2 secondes sur cette vidéo. J'ai dû voir des gens essayer de défendre d'autres personnalités, qu'elles soient politiques ou, évidemment, du monde artistique. Et cette idée-là de Guillaume Meurice qu'il montre dans sa vidéo, ça m'intéressait beaucoup. Donc voilà, je voulais commencer avec cette vidéo avant de commencer vraiment à rentrer dans le dur du sujet. Et c'est pour ça maintenant qu'on va pouvoir essayer de répondre à la question: peut-on séparer l'homme de l'artiste ? Nous sommes en 1910 quand David Griffiths, un jeune réalisateur, part pour l'Ouest américain dans le but d'essayer de trouver un lieu pour tourner son futur long métrage. Étant un petit peu en recherche de quelque chose d'original, il partira vers un village au nord de la vallée de Los Angeles et découvrira celui-ci, appelé Hollywood. C'est là qu'il posera les jalons de ce qui deviendra plus tard l'emblème de la starification américaine. David Griffiths est aussi connu pour autre chose. Une des œuvres les plus importantes de l'histoire du cinéma, La naissance d'une nation, qu'il réalisera en 1915 à ce même Hollywood. L'histoire d'une nation est une œuvre importante pour 2 raisons. La première, parce qu'effectivement, elle va développer une théorie et rapprocher le montage de ce qu'il est dans son écriture la plus moderne, et de l'autre, parce qu'il s'agit d'un des films les plus racistes, qui va notamment relancer le Ku Klux Klan en peine à l'époque au niveau des États-Unis. Dès cette époque et dès sa sortie, le film sera interdit, fustigé. Et on remarque l'importance qu'il a pris plus tard, sur un point de vue technique, mais aussi sur un point de vue historique. Tout ça est fait par David Griffiths qui, juste après, sortira un autre film qui fera un bid monumental intitulé Intolérance. Difficile de ne pas voir dans ce film une volonté du réalisateur de traiter la problématique qui était la sienne à ce moment-là. Un petit bond dans le temps, nous sommes en 1921. À cette époque, Hollywood est en plein âge d'or. L'un des acteurs les plus connus de ce cinéma burlesque, qui est le cinéma qui va faire le plus d'entrées à l'époque, Roscoe Arbuckle, dit Fatty Arbuckle, soit Arbuckle le Gros, est en train de lancer une partie, soit une petite soirée avec quelques amis. Tout ceci se passe à San Francisco. Et la prohibition touche les États-Unis, le transport d'alcool est interdit, et vous allez voir que ça va avoir des conséquences sur ce que je raconte. Pendant 3 jours, une fête a lieu à la suite 1220 et les chambres attenantes 1219 et 1221 de l'hôtel de San Francis à San Francisco. Fatty Arbuckle, accompagné de 2 de ses amis comme je le disais, va recevoir plusieurs personnes, notamment 2 amis, showgirls, qu'ils vont faire boire. Une jeune femme, Virginia Rappe, mourra à cette occasion lorsque, vers 14h et après avoir ingurgité de grandes quantités d'alcool, elle déclarera se sentir mal. La raison de sa douleur viendra d'une crise de péritonite aiguë, suivie d'une perforation intestinale. L'inflammation est due, selon les hypothèses, à l'éclatement de la vessie attribué soit à sa syphilis, soit à une tentative d'avortement, soit, bien sûr, au rapport sexuel forcé et violent imposé par Roscoe Arbuckle. Celui-ci affirmera avoir trouvé Virginia Rappe étendue sur le sol de sa salle de bain, visiblement sous l'emprise de l'alcool et malade. Il l'aurait simplement couchée dans son lit, retournant dans la salle de bain pour se changer.
Pourquoi rappeler cette histoire ? Eh bien parce que Fatih Arbuckle va être innocenté, ou du moins acquitté lors de son jugement, mais que la polémique enflant et la naissance du code Hays qui viendra moraliser la vie des stars d'Hollywood et notamment la vie des films à Hollywood l'empêchera de recommencer sa carrière. Le fait est que l'histoire de Fatih Arbuckle et ce phénomène de starification déjà présent à Hollywood à l'époque et toujours actuel nous amène à nous poser la question qui va être le nœud de cet épisode d'Instant Carrément Pas Nécessaire. Peut-on séparer un homme d'un artiste ? Parce que l'histoire de Fatih Arbuckle, en réalité, ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que Hollywood va faire parler de lui. Et le fait est que, et même si ça m'emmerde, il va falloir qu'on parle de Neil Gaiman. Bienvenue sur l'Instant Carrément Pas Nécessaire. Peut-on séparer un homme d'un artiste ? Cette question, elle est fondamentale. Sur le fait que, de base, la première réponse évidente, c'est bien sûr non. Un artiste n'appartient pas à une espèce en dehors ou qui serait au-dessus des lois ou des codes moraux ou sociaux d'une société. Ça n'est pas parce que vous êtes très doué dans un art ou dans une action ou parce que votre musique est excellente que vous pouvez vous permettre de faire absolument tout et n'importe quoi sans que cela vous soit reproché. Non, la question ne se pose pas là-dessus. La question se pose plus sur la pérennité des œuvres et sur la manière dont les spectateurs, les gens qui consomment cet art, vont devoir se retrouver face à une situation morale complexe, à savoir, peuvent-ils continuer à profiter d'une œuvre alors que son auteur est jugé moralement ou même juridiquement responsable de crimes tellement atroces que normalement il devrait être condamné à l'oubli. Pour ma réflexion, j'aurais pu utiliser des nombreuses affaires de mœurs qui ont lieu à peu près chaque jour et qui ressortent malheureusement de toutes les histoires les plus sordides que nous avons à avoir cœur à découvrir sur Internet. Mais le fait est que ce n'est pas comme ça que j'ai voulu développer cette histoire. En effet, je pourrais me concentrer sur des histoires les plus horribles et les plus monstrueuses. Ça n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment d'essayer de voir à quel moment, moi, personnellement, je me retrouve dans une situation où, je ne peux plus consommer l'œuvre de quelqu'un. Et pourquoi je ne peux plus le faire ? Le but n'est donc pas de fustiger moralement ou juridiquement un individu, le but est d'essayer de comprendre quels mécanismes font que, de base, on peut starifier un individu, voire l'idolâtrer, et qu'est-ce qui fait que ces actions, ces actes ont finalement un impact qu'il soit négatif ou positif envers nous, et comment le fait de nous avoir inspirés pendant un temps peut venir nous mordre la cuisse lorsque nous décidons d'essayer de nous intéresser un peu plus à cette personne qu'il y a derrière l'artiste que nous idolâtrons. Alors j'aurais pu parler de beaucoup de choses, j'aurais pu parler notamment de traitements français de plusieurs affaires, notamment la plus connue, celle de Roman Polanski. À l'image du comédien Gilles Lelouch, qui prend la défense de Roman Polanski dans les colonnes du journal Le Parisien. En France, on fait des polémiques de tout, on meurt de ça dans ce pays. Selon moi, il faut être cohérent, Polanski vit en France depuis 40 ans, les faits qui lui sont reprochés précèdent cette arrivée, a-t-il expliqué avant de préciser sa position sur le scandale qui entoure la décision de choisir celui qu'il qualifie d'immense réalisateur comme président. Je ne suis pas en train d'excuser les faits, mais pourquoi aujourd'hui plus qu'hier devrait-il y avoir scandale ? Qu'est-ce qui se passe chez nous ? On devient américain ? Je ne suis pas d'accord avec ça. J'aurais pu traiter de notre manière de voir le monde politique et les affaires de mœurs de ces mêmes hommes politiques, ou même les détournements de fonds qu'on juge pas trop graves alors qu'il s'agit parfois de plusieurs millions d'euros dépensés d'argent public qui peuvent être détournés à des fins privées. Non, la réalité c'est que les hommes qui ont du pouvoir ou qui ont une illusion de pouvoir sont toujours vus par les gens qui les observent comme autres, comme différents. Les actions qu'ils composent, qu'ils font, qu'ils provoquent sont différentes. Et le fait est que malheureusement, et ça me fait chier, il va falloir qu'on parle de Neil Gaiman. Mais pas tout de suite. Alors je sais que ça peut sonner un peu bizarrement, parce que justement, on aurait l'impression que je suis en train de faire une espèce de teasing sur une affaire glauque et sordide, mais ça n'est pas le but. Le but, c'est de montrer comment je suis venu à la réflexion de cet épisode et pourquoi je me suis dit qu'il était temps de poser mes idées, après quelques années d'avoir travaillé en parallèle d'un milieu artistique. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que je me pose cette question et quelle réponse j'ai à donner à elle ?
Et pour ça, je voudrais faire un détour avant de parler de Neil Gaiman. Je voudrais parler d'un autre auteur. Un auteur qui n'est pas condamné par la justice à l'heure actuelle, et qui n'a même en soi pas eu d'affaires de mœurs sordides ou qui pourrait relever d'un concept pénal. Non, on va parler de Bill Willingham d'abord. Bill Willingham est un auteur de comics américain, né en Virginie en 1956, et principalement connu pour une série, à savoir la série des Fables, qui sont une retranscription moderne des contes de fées, lesquels ont échappé après avoir été poursuivis et attaqués dans leurs différents univers par une menace qu'ils appellent l'adversaire, qui est une sorte d'empereur tout-puissant du mal, vont trouver refuge dans New York, sur l'île de Manhattan, dans un quartier. Et comment, en fait, cette société va s'articuler en parallèle de notre humanité et essayer de se dissimuler aux yeux de cet adversaire et petit à petit, en fait, faire face à différentes menaces. Pourquoi je parle de Bill Willingham aujourd'hui ? Parce que Bill Willingham, et notamment suite à cette année, a bien sûr révélé son caractère profondément libertarien du côté républicain de l'affaire, son soutien indéfectible à Donald Trump et le fait qu'il n'a aucun souci à démontrer le fait qu'il est un type bien ancré à droite. Ça n'est pas un crime, me direz-vous, et effectivement nous sommes bien loin des affaires que j'ai pu traiter au début de ce podcast ou même que je traiterai par la suite. Mais il est important de découvrir quelque chose par rapport à ce que j'essaye d'expliquer, à savoir que Bill Willingham ne s'est jamais caché de ses opinions politiques. Et lorsqu'on lit Fable, eh bien, la question peut se poser. Peut-on séparer l'homme de l'artiste, à savoir, est-ce que je suis en train de lire une œuvre qui est complètement détachée de la personnalité profonde de son auteur, ou est-ce que je lis une œuvre qui, eh bien, laisse suinter petit à petit, comme une espèce de vernis qui viendrait peindre mes murs, de cette idée politique qui est la sienne. Et le fait est que si je peux conseiller la lecture de Fables, ou si je pu le conseiller pendant des années, à l'heure actuelle, les choses sont beaucoup plus compliquées. Effectivement, j'ai beaucoup plus de mal à conseiller Fables maintenant, parce que, à force de le lire et de le relire, certaines choses qui me paraissaient problématiques, sur lesquelles j'avais du mal à, on va dire, tolérer certains termes, sont devenues de plus en plus intolérables, encore plus aujourd'hui. L'exemple le plus marquant pour ça, c'est le traitement dans Fables de l'avortement. L'avortement n'est pas vraiment cité dans l'histoire. En fait, il n'y a que 2 moments dans le récit où on peut retrouver une sorte d'analyse qui pourrait s'en rapprocher. La première, c'est lorsque le personnage de Blanche-Neige se retrouve enceinte suite à une drogue. Déjà là, vous remarquez qu'il y a une certaine thématique un peu compliquée, mais on va dire que j'accorde ça sur le fait que c'est une histoire de conte de fées, et que dans les contes de fées, ça arrive souvent. Donc le personnage de Blanche-Neige se retrouve enceinte, et le médecin lui propose, étant donné la modernité et la situation, et bien tout simplement, pas d'avorter directement, mais lui dit que si elle le veut, eh bien il peut toujours il y a toujours une solution viable. La réponse de Blanche-Neige à ce moment-là est simplement de dire qu'elle n'a pas encore été contaminée par l'esprit des communs, les communs étant les humains qui sont de l'autre côté, qui ne sont donc pas des contes de fées, et qu'elle n'a pas été contaminée par leurs mœurs, et que si le docteur ne veut pas avoir des gros problèmes, il vaut mieux qu'il ne propose pas ça à nouveau. Alors, l'idée en soi peut se défendre, c'est un personnage qui serait contre son propre avortement. J'ai envie de dire à ce niveau-là, difficilement condamnable. Elle n'interdit pas les communs d'avorter, elle ne positionne pas une question morale là-dedans. Le fait est que Bill Willingham ne reste pas là, et il va reparler de l'avortement un peu plus tard, toujours de manière dissimulée, cette fois-ci de manière beaucoup plus particulière. En effet, il va utiliser un personnage, l'une des sorcières qui a fui les royaumes et qui se trouve avec cette communauté de contes de fées, la sorcière qui est celle originelle dans les contes d'Hansel et Gretel, et qui s'appelle ici Frau Totenkinder. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la langue de Goethe, Totenkinder, c'est en gros Madame les enfants morts. Enfin, Totenkinder, c'est les enfants qui sont morts.
Et il est bien expliqué dans les récits qu'elle tire sa puissance, ou du moins qu'elle tirait sa puissance des enfants qu'elle tuait. Le fait est qu'à un moment, un personnage récupère la capacité de voir les péchés de certains autres personnages, et lorsqu'il voit Frau Totenkinder, il lui explique qu'il a bien conscience de comment elle tire son pouvoir depuis qu'elle est dans le monde des communs, et que, je rappelle, il peut voir les péchés. Donc s'il peut être conscient de ça, c'est qu'il implique bien l'idée que c'est un péché et qu'un crime. Frau Totenkinder lui répond tout simplement que dans le monde des communs, c'est quelque chose de légal, qu'elle ne fait rien d'illégal, et on apprendra plus tard dans les récits que ce moyen d'obtenir plus de puissance qui la concerne lui permet de devenir l'équivalente d'une déesse de la magie. Ça n'est pas dit ouvertement qu'il parle d'avortement, Bill Willingham, à ce moment-là. Ça n'est pas dit ouvertement pour plusieurs raisons, qui peuvent être soit éditoriales, soit, et on ne va pas le mentir, un manque de courage de sa part. Mais le fait est que, un peu ce qu'on appelle un dog whistle à l'heure actuelle sur Internet, c'est-à-dire le fait d'utiliser une référence qui sera comprise par un public, là, ici, difficile de ne pas comprendre lorsqu'on est conscient de la chose. Le fait de représenter l'avortement comme un péché, le fait de le représenter comme la manière, l'utilisation pour quelqu'un de devenir plus puissante, et de dénoncer ceci, tout ça met en cause l'univers de Fables. Et si je devais rapprocher en plus le reste des visions, une critique par exemple qu'il va refaire, il va réécrire La Ferme des Animaux dans le tome 2, sauf qu'il va omettre le fait que La Ferme des Animaux est écrit par quelqu'un qui est ouvertement socialiste, et qui précise bien que le problème n'est pas le communisme, le problème est la dérive que peut entraîner toute tentative d'égalité basée sur un individu qui va imposer une loi totalitaire derrière. Or, chez Bill Willingham, lorsqu'il va recréer La Ferme des Animaux, il va enlever absolument toute vision d'une critique du soviétisme, et notamment de Staline, pour y appliquer par contre une vision, on va dire, très proche de la vision américaine à la limite classique, c'est-à-dire effectivement que toute idée de socialisme n'est qu'une idée traître, qui est en fait l'idée que les plus faibles essayent de devenir plus puissants par la masse, mais en fait cette idée, cette théorie en tout cas, que il ne peut y avoir qu'une dictature qui peut aboutir à cela. Toutes ces problématiques mises en lumière, et en observant quel traitement va avoir Bill Willingham, notamment par rapport à la position d'Israël, et à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes dans une situation où l'État d'Israël a bombardé et détruit une bonne partie de la bande de Gaza, et plus grave encore, au moment même où j'enregistre ce podcast, le président américain actuel, dont Bill Willingham est un soutien fervent, Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait tout simplement faire de la bande de Gaza une nouvelle Côte d'Azur, et qu'il allait tout simplement renvoyer les Palestiniens ailleurs. Et quand il veut dire ailleurs, il parle bien sûr de déportation. Et là, on aborde sur un problème pour moi qui est assez majeur, c'est-à-dire que, effectivement, je ne peux pas cautionner quelqu'un comme Donald Trump, je ne peux pas cautionner quelqu'un qui va littéralement être un nazi. Je suis désolé de vous le dire, et j'espère que vous qui écoutez ce podcast, vous avez conscience de ça. Si je vous l'apprends, je suis désolé, et si je dois en débattre, eh bien, je vous conseille tout simplement d'aller ouvrir le premier bouquin d'histoire que vous trouverez, qui aura été écrit par quelqu'un qui a 3 neurones, 3 neurones et demi à la limite, et vous remarquerez bien sûr les point de rapprochement entre cette espèce de dégénéré à la tête de la première puissance mondiale et la situation actuelle et les propos qu'il tient, qui font dire que cet homme est bien évidemment un putain de nazi. Est-ce que Bill Willingham est un putain de nazi ? Non. Est-ce que son œuvre est une ode au nazisme ? Non. Mais j'ai du mal maintenant avec Fable. J'ai du mal avec Fable parce que les idées de Bill Willingham, qui, il y a quelques années encore, n'étaient que des idées un peu débiles, qui pouvaient être faites par un crétin lors d'un dîner ou autre, eh bien ces idées-là, en fait, sont en train de gagner du terrain. L'avortement est remis en cause aux États-Unis. L'avortement est en train d'être remis en cause dans plusieurs États. Et la manière dont l'avortement est remis en cause dépasse toute notion philosophique. On n'est pas sur un questionnement philosophique qui, à la limite, pourrait être à débattre, pourrait être intéressant. Non,
il est juridique. Les femmes qui prennent la décision d'avorter sont condamnées. Les docteurs qui décident d'aider leurs patientes à avorter sont condamnés. Cette menace d'un État totalitaire, et il faut le dire, l'État américain est en train de devenir totalitaire, et d'autres États suivent cette idée, est dangereuse. Est-ce que Fable change par contre l'opinion politique de quelqu'un qui le lit ? Eh bien non, la preuve, je l'ai lu, et je ne suis pas du tout touché par la vision de Bill Willingham. Je peux même dire que je la conteste au plus haut point. Est-ce que j'ai acheté toutes les bandes dessinées de Fable ? Oui. Et là, on arrive à un autre point qui est un point important pour moi. À savoir, ayant acheté toutes ces bandes dessinées, est-ce que je peux encore les relire ? Non. Est-ce que je dois, à partir de là, faire quelque chose avec, c'est-à-dire les conseiller à d'autres personnes ? Parce qu'il n'y a pas que cette vision politique dedans. Il y a aussi une idée que je trouve particulièrement intéressante, de voir les contes de fées transposés dans un élément moderne. Eh bien oui. Oui, je peux conseiller aux gens de lire Fable. Et je peux le conseiller parce que Bill Willingham a fait quelque chose d'assez étonnant, et quelque chose dont je dois parler maintenant, à savoir qu'il a, suite à plusieurs affrontements et plusieurs problématiques qu'il a eues avec sa maison d'édition, à savoir Vertigo, une filiale de DC Comics, maintenant rattachée directement à DC Comics, il a décidé d'abandonner complètement ses droits d'auteur sur Fable. Lorsque vous achèterez les BD Fable à l'heure actuelle, vous achèterez uniquement la BD, et les droits qui seront reversés ne le seront que à l'éditeur, à savoir DC Comics ou le traducteur qui a décidé là maintenant par exemple de le mettre à disposition dans le pays dans lequel vous êtes. Bill Willingham ne touche donc pas d'argent sur Fable. Est-ce qu'à partir de là je dois conseiller la lecture ? Oui, je pourrais conseiller la lecture de Fable. Je pourrais la conseiller tout en ayant l'idée de mettre les gens en garde en disant attention, il y a quand même 2-3 passages qui sont particulièrement border. Mais est-ce que Bill Willingham lui-même touchera de l'argent là-dessus ? Non. Est-ce qu'il pourra utiliser cet argent pour aller financer des partis de débiles et des tentatives de putsch ou des lobbies pro-armes ou anti-LGBT ? Peut-être. Mais en tout cas, ce ne sera pas avec mon argent. En tout cas, ça l'a été. Et c'est quelque chose qui me dérange profondément. Ça me dérange le fait de me dire que même 20 centimes que j'ai pu donner à cette personne a pu lui permettre à un moment ou à un autre de faire valoir ou de promouvoir ses idées. Alors, bien sûr, je sais que certains vont me dire, potentiellement, si malheureusement vous vous êtes perdu dans l'écoute de ce podcast, vous étiez sans doute concentré ailleurs, vous avez cliqué par hasard et vous vous êtes d'un coup rendu compte que la personne qui le tient un vocabulaire et parle de quelque chose de gauche. Bref, vous pouvez vous dire à ce moment-là que oui, je suis sans doute quelqu'un de fragile. Or, c'est pas la fragilité que j'aimerais remettre en cause ici, parce que ce n'est pas une question de fragilité. Je peux parler de Fable et je peux défendre Fable. La question c'est, est-ce que j'en ai envie ? Non, je n'ai pas envie de défendre Fable. Je n'ai pas envie de défendre Bill Willingham. Mais je n'ai pas envie non plus de le mettre au pilori et je n'ai pas envie de brûler ses œuvres. Nous ne sommes pas sur ce discours et nous ne sommes pas sur cette envie de ma part. Je n'ai pas envie de lui faire de la promotion et pourtant je parle de lui depuis presque 10 minutes. Donc, en soi, je suis juste en train d'essayer d'exprimer un point de vue, à savoir que, pour le cas de Bill Willingham, l'homme n'est pas séparable de l'artiste. Parce que, dans les faits, l'homme a infusé ses idées dans son art parce qu'il n'est pas décorrélé de son art. Pourtant, Bill Willingham a fait quelque chose d'assez étonnant. Il a séparé lui-même l'artiste de l'homme. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, consommer l'art, ou du moins une partie de l'art de Bill Willingham, c'est entièrement gratuit. Ou en tout cas, ça ne revient pas dans sa poche. C'est un fait intéressant, et c'est un fait que je voulais développer au début de ce podcast avant d'aborder mon gros morceau. Le morceau qui me dérange le plus, le morceau qui fait qu'aujourd'hui je voulais parler de cette histoire, et le morceau qui fait qu'aujourd'hui, on va parler de Neil Gaiman. Je vais présenter rapidement Neil Gaiman, c'est un auteur anglais né en 1960 à Portchester en Angleterre. C'est un auteur britannique qui va lancer sa carrière dans les années 90, et qui va fournir en fait plusieurs œuvres fondamentales, que ce soit dans l'univers du comics, mais aussi bien sûr des romans de fantasy, de fantastique ou de science-fiction. C'est un auteur qui va réinterpréter plusieurs mythes, qui va travailler beaucoup sur l'image de l'enfance et de l'enfermement et sur justement cette figure de l'artiste
l'artiste maudit. Et pourquoi je dois parler de Neil Gaiman aujourd'hui? Parce que Neil Gaiman, eh bien, pour le coup, est vu, et depuis longtemps maintenant, comme un des artistes les plus fondamentaux de sa génération. Et Neil Gaiman, c'est aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui gravitent dans les milieux de la fantaisie, de la littérature, de l'écriture. Neil Gaiman, c'est un personnage. Neil Gaiman, c'est un auteur, comme je le disais, britannique, qui va travailler, qui va commencer à être placé sous le giron d'un autre grand auteur, Alan Moore, et qui va se détacher un peu pour aller chercher aux États-Unis une nouvelle inspiration, et qui va devenir membre du Gotha de la littérature américaine, et qui va devenir ce qu'on peut appeler une star de la littérature. C'est très difficile, je pense, pour les gens de se positionner, mais dites-vous tout simplement que Neil Gaiman a influencé, et ce sans aucun problème, tout ce qui s'est fait en moderne fantasy aux États-Unis depuis facilement ces 20 dernières années. Il l'a influencé au point que certaines de ses œuvres ont bien sûr été adaptées au cinéma, qu'il a travaillé sur certaines œuvres cinématographiques. Il est notamment un des co-scénaristes de La légende de Beowulf de Robert Zemeckis, un des plus grands films de Robert Zemeckis et une des plus grandes adaptations de cette œuvre qui est Beowulf. Il a connu aussi les adaptations de ses œuvres en série, alors les plus connues bien sûr sont American Gods et God Omens. Il est l'auteur derrière l'adaptation Coraline, que vous avez peut-être pu voir en littérature de jeunesse. Et bien sûr, il est l'auteur de son comics fondateur, dans lequel il va transformer un personnage originellement dépeint dans DC, le DC Universe, comme un personnage un peu secondaire, le personnage de Sandman, qui est vu à la base comme un personnage qui endort ses ennemis en leur jetant du sable. Il va en faire une espèce de demi-dieu créateur et vision d'un artiste qu'il va interpréter et à qui il va prêter toute une grande histoire dans sa saga littéraire, donc Sandman. Donc voilà, c'est un peu les choses sur lesquelles vous avez pu entendre parler de lui. Donc Neil Gaiman, c'est une personnalité publique, et c'est une personnalité publique politisée. Elle est ancrée à gauche, elle est vue comme étant à gauche, elle défend la gauche depuis des années. J'en parle maintenant parce que je sais que la plupart des attaques qui vont suivre vont mettre un lien entre son côté de gauche et le fait que forcément c'est quelqu'un d'immoral. Bon, je pourrais m'amuser à démontrer ou à dénoncer ou simplement faire un étalage de toutes les actions immorales qui ont été portées par des gens de tous les aspects politiques ou religieux. Le fait est que la principale caractéristiques qui semblent toucher ces individus, ce sont toujours le fait que ce sont des hommes, et Neil Gaiman en est un. Néanmoins, effectivement, il est considéré, ou était considéré bien sûr, comme la personnalité qui allait être féministe et qui allait faire étalage ou témoignage en tout cas de son soutien envers les causes. Tout cela est assez important pour la suite, puisque je ne peux pas parler de ce qui va venir si je ne dresse pas un semi-portrait de ce personnage. L'autre point sur lequel j'aimerais revenir avant d'aborder sur ce qu'il a fait, c'est justement le fait que je ne vais pas mettre de conditionnel dans ses actions. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai été lire les différents articles qu'il accuse des actions qu'il a entreprises, parce que beaucoup de ces actions ne sont pas forcément juridiquement condamnables, mais le sont au moins moralement dans une société. Avant de craindre, je ne parle pas des accusations de viol ou trafic d'humains, il a fait d'autres choses qui pour moi sont moralement condamnables, et j'y reviendrai dans la suite. Et que dans ce que les articles définissent, de ce que j'ai pu lire, il n'y a à aucun moment une hésitation ou une tentative de minimiser les choses. Donc, étant donné que les victimes ont parlé, que lui-même défend publiquement le fait d'écouter les victimes, je vais parler frontalement et je ne vais pas mettre de suppositions, ou je vais en mettre un minimum sur les situations qui ont été révélées aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, Neil Gaiman est une star, je dirais même plus, une méga star de la littérature britannique et anglo-saxonne en règle générale. Si on parle du monde anglo-saxon, regroupant aussi les États-Unis.
Il a fait le tour du monde, il a vendu des millions d'exemplaires de ses romans, et encore aujourd'hui, il doit brasser plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois, simplement en royalties de ses œuvres. Le fait est que Neil Gaiman, avec tout cet argent, est devenu une star, et là où d'autres personnalités avec qui il a grandi, et même qui l'ont aidé sur certains niveaux, se sont retrouvées un peu plus secrètes ou un peu plus discrètes, et je pense encore une fois à Alan Moore, qui, pour ce qu'on en sait en tout cas, ne dépense pas sa fortune dans des manoirs et vit plus ou moins toujours dans sa même ville de Northampton. Attention, je pense qu'Alan Moore vit très bien, mais en tout cas, il n'a pas le même niveau de vie que Neil Gaiman. Celui-ci est propriétaire de plusieurs demeures, il est propriétaire aussi de plusieurs terrains, et il va comme ça développer tout un système où justement il peut être le centre d'un univers, de son propre univers qu'il va créer. Pour le podcast, la première chose que j'ai lue, c'est l'article en fait de la section Vulture du New York Magazine. C'est un très long article, un peu fleuve, qui va résumer un peu les choses. Et une des choses qui m'a marqué là-dedans, c'est le fait que Neil Gaiman, notamment dans sa demeure de New York, si je ne me trompe pas, c'est un peu nébuleux à l'heure actuelle, mais dans sa demeure de New York, en fait, a créé tout un jardin, notamment un jardin dans lequel il y a une baignoire reliée à de l'eau. Et ça peut vous paraître bizarre, mais imaginez-vous en fait le fait d'avoir un terrain, un jardin avec des fleurs, avec des plantes, et d'y mettre une baignoire à l'intérieur. Moi, ça m'a fait un peu le même effet que une autre star, alors dans des dimensions qui sont bien plus gargantuesques, mais justement, la démesure a été à l'époque, mais ça me fait penser un peu au Neverland de Michael Jackson. Donc Michael Jackson qui avait créé tout un parc d'attractions qu'il appelait le Pays Imaginaire sur une de ses propriétés, et l'idée derrière ce parc, et moi ce qui me touche par rapport à ça, c'est le fait que on est un peu sur le même niveau. On est sur quelqu'un qui va créer une espèce de moment de pause, une espèce qui a un tel revenu, une telle somme d'argent, qui est dans une telle puissance qu'il est capable de créer une parenthèse dans la réalité. Et la première chose qu'on voit quand on lit le témoignage des victimes, c'est le fait que elles reconnaissent ce caractère de parenthèse qu'il est capable de mettre en place. Une fois qu'on a observé ça, maintenant, c'est qui Neil Gaiman ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de lui, en fait ? La première chose qu'on peut dire de lui, après avoir fait tout le point de vue là-dessus, c'est que, de ce qu'on en sait, ou de ce que j'en sais même, je devrais dire, à l'heure actuelle en tout cas, les débuts des affaires, ou du moins le début de ces problématiques, remontent à plusieurs années. Mais il y a une rencontre qu'il va faire qui va être un peu plus fondamentale, puisque ça va entraîner toute une série de conséquences, et c'est comme ça que l'article décide de le mettre en place. Donc là, pour le coup, je vais le citer, mais c'est lorsqu'il va rencontrer sa dernière femme, son ex-femme à l'heure actuelle, ex-femme qui s'appelle Amanda Palmer. Amanda Palmer, c'est l'image de l'artiste un peu bohème, qui va agir en étant un peu sur une espèce d'autre galaxie, et là je dois le dire par rapport à ma propre personnalité, c'est quelqu'un avec lequel j'ai toujours eu du mal, pour plusieurs points, notamment le fait qu'il y avait cette espèce de côté un peu artiste edgy dans son coin, qui va mettre en place tout un système de partenariat et autres, et en fait qui va profiter des gens. Alors elle a développé sa pensée dans un récit qui s'appelait L'Art de demander, The Art of Asking, parce que c'est une artiste très liée au crowdfunding et à tout ce système-là, en fait, et malgré le fait qu'elle pourrait largement avoir des moyens et autres, elle décide de plus travailler et de plus vivre sur la collaboration avec ses fans et le fait d'être très proche de ses fans. Alors, là, il faut que je sépare ma critique personnelle de la personne, des allégations et de la situation réelle telle qu'elle a pu l'être. Le fait d'être très proche de ses fans, et même le fait de vouloir avoir une vie ou une relation avec ses fans, n'est pas condamnable en soi et n'a pas à être condamné, que ce soit dans ce podcast ou ailleurs. Effectivement, Amanda Palmer est une femme majeure, et de ce qu'on en sait, elle n'a jamais eu de relation qu'avec des individus majeurs. Le fait de vouloir faire des couples libres ou de vouloir avoir des relations polyamoureuses, même en étant marié avec Neil Gaiman, ou même de participer à des situations
comme elle le dit elle-même, il se partageait des gens. Encore une fois, ça c'est une question de moralité, et personnellement, je ne condamne pas, je ne juge pas, et je ne pense pas que ce soit l'intérêt ici. Néanmoins, c'est intéressant de voir le fait que, selon moi, il y a une vraie observation à porter là-dessus. Notamment sur le fait que cette espèce de couple qui a, encore une fois, toujours un peu comme cette baignoire au milieu du jardin, en fait. Et c'est un peu ça, c'est pour moi le couple Amanda Palmer, Neil Gaiman, c'est cette baignoire au milieu du jardin. C'est quelque chose qui sort de tous les codes, qui est une espèce de parenthèse sur l'existence telle qu'on la voit. Et en fait, je comprends par exemple que ça puisse attirer des gens, et c'est ce que l'article révèle, c'est que ça a attiré des gens, et que la personnalité d'Amanda Palmer a attiré des gens. Déjà, le simple fait de s'appeler Amanda Palmer, donc pour ceux qui ne le savent pas, Amanda Palmer, c'est un nom assez connu dans le monde, puisque Amanda Palmer, c'est la victime première de la série Twin Peaks, série portée par ce regretté David Lynch. Et encore une fois, vous voyez le fait que, elle porte le nom d'une victime d'une des séries développées par un des auteurs les plus particuliers, les plus entre parenthèses. Donc tout est lié à cette espèce d'environnement pro-artiste, pro-artistique, complètement déconnecté de la réalité, et pas déconnecté de la réalité dans le sens débile du terme, c'est-à-dire c'est pas juste une question d'argent, et c'est ça, il faut le dire aussi. L'argent rentre en compte, parce que je ne pense pas que Amanda Palmer a pu vivre ou survivre dans cette situation sans finalement être quand même une bourgeoise. Il faut le dire, faut pas se mentir. Mais il n'empêche que on est sur une déconnexion de la réalité presque virtuelle. Ce sont des gens qui vivent dans leur bulle, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que dans cette bulle, va commencer à se retrouver des personnes du monde réel qui vont avoir bien des problématiques différentes. Et si l'attitude de Neil Gaiman, de ce qu'on en sait, est à peu près à moitié vraie, le fait est que Neil Gaiman va notamment violer, et ce à de multiples reprises, et je suis désolé, je prends un peu de secondes, et là je vais pas couper le micro parce que c'est important pour moi aussi que vous ayez l'hésitation dans ma voix. Va aussi violer ses victimes, parfois dans ce qu'elles décrivent, dans une pièce en présence de son fils. Le fils qu'il a eu avec Amanda Palmer. Fils qui est âgé de moins de 10 ans en tout cas au moment où ça arrive. C'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de ne pas trouver dégueulasse. Ce qui moi me dérange là-dedans, c'est que il y a eu tout un système où par exemple le fils donc d'Amanda Palmer commençait à appeler les victimes de Neil Gaiman, le fils d'Amanda Palmer et Neil Gaiman, je suis désolé, le fils donc commençait à appeler les victimes en fait, qui étaient prises dans une situation où elles ne pouvaient pas vraiment s'échapper parce que pas de revenus, etc. Mais bref, pour faire simple, disons que le fils commençait à imiter le père et donc à demander à ses victimes, notamment une de ses victimes, de l'appeler maître. Donc on voit comment justement l'attitude de Neil Gaiman dans une relation qui était une relation sadomasochiste non consentie. Encore une fois, je vous rappelle, c'est pareil là-dessus, c'est-à-dire que le sadomasochisme, si c'est consenti, c'est comme le reste. Si des gens ont envie d'aller dans ce genre d'optique, le but n'est pas de les juger. Le fait est que Neil Gaiman était dans une relation sadomasochiste non consentie. Bref, autant le dire simplement, de ce qu'on en sait, et surtout de ce qu'a dit même l'avocat d'Amanda Palmer, pour essayer d'obtenir la garde en tout cas, c'est qu'effectivement le fils a assisté à des choses qu'il n'aurait pas dû assister de la part de Neil Gaiman. Alors, finalement, est-ce qu'on peut encore lire Neil Gaiman en sachant que, à l'heure actuelle, il est effectivement, en tout cas poursuivi pour des faits qui vont jusqu'au trafic d'êtres humains, multiples agressions sexuelles et viols? Est-ce qu'on peut encore lire The Sandman? Est-ce qu'on peut encore obtenir ses œuvres? À la différence de Bill Willingham, Neil Gaiman n'a pas abandonné ses droits. À la différence de Bill Willingham, Neil Gaiman
est toujours propriétaire de ses œuvres et n'a pas renoncé à son statut d'artiste. Et je ne pense pas que la justice doive ou puisse interdire ou le séparer de son œuvre. Je ne pense pas que la justice doit se pencher sur le sujet et doit imposer à un artiste le fait d'être décorrélé de son œuvre. Et je ne pense pas qu'il soit juste que la puissance d'un État permette la destruction ou l'abandon de droits financiers, fiduciaires pour un artiste et son œuvre. Je ne le pense pas pour plusieurs raisons. La première étant que, effectivement, les crimes qu'il a commis sont sans aucun doute des crimes qui impactent encore ses victimes. Mais la réalité, c'est que je ne crois pas à l'heure actuelle que le pouvoir politique puisse respecter suffisamment la séparation des pouvoirs, et encore plus aux États-Unis, pour que ça ne devienne pas une arme dans pas longtemps. Et je n'ai pas envie que certains artistes qui n'ont absolument rien à se reprocher, à part peut-être tout simplement des prises de position qui ne conviendraient pas à l'espèce de dingue qui est à l'heure actuelle à la Maison-Blanche, se retrouvent du jour au lendemain privés de ce en quoi ils ont travaillé, parfois toute une vie. Donc, non, je ne pense pas que la justice doive condamner Neil Gaiman à ne plus être un artiste. Par contre, je pense que là, actuellement, je ne peux pas conseiller aux gens d'acheter des œuvres de Neil Gaiman. Je pense qu'actuellement, je ne peux pas conseiller aux gens de lire des œuvres de Neil Gaiman en omettant le fait que cet homme est sans doute une des plus grosses ordures de la littérature britannique et du système de starification. Comme je l'expliquais, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur Hollywood, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction sur la starification, je pense que Neil Gaiman a toujours eu des problèmes intérieurs, et que sa starification lui a permis de les extérioriser. Je pense que Neil Gaiman, grâce au système, a pu devenir le prédateur qu'il était depuis le début, et qui aurait nécessité des soins. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Neil Gaiman est quelqu'un qui doit être soigné. Ce faisant, je pense par contre que l'argent qui pourrait être dépensé ou qui pourrait être alloué à ces droits qu'il pourrait toucher, ne devrait pas lui revenir, du moins pas dans l'immédiat. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à réfléchir sur notre manière de fonctionner, sur notre manière de consommer les œuvres. Et je pense que la question qui se posera dans les années futures, c'est notre capacité à pouvoir excuser ou pardonner assez facilement ce genre de choses. Est-ce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste ? Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. Doit-on être plus moral après que la moralité elle-même ? C'est-à-dire, doit-on essayer d'avoir une vie d'ascète, privé de tout, pour espérer ne jamais être choqué ou perturbé par les événements qui peuvent survenir ? Je ne le pense pas non plus. Je pense que, de la même manière qu'on peut dire aujourd'hui que, sans être mon cas, mais Harry Potter a aidé beaucoup de personnes à aller vers la lecture, à aller vers la fantasy, effectivement, aujourd'hui, J.K. Rowling est une grosse conne qui ne devrait que fermer sa gueule, ou du moins redevenir dans l'anonymat le plus complet. Néanmoins, je ne vais pas critiquer les gens qui lisent Harry Potter, et je ne vais pas critiquer les gens qui vont acheter Harry Potter pour le faire lire à leurs enfants, parce que, à ce moment-là, même si dans l'absolu, ils sont en train de financer les délires d'une tarée qui devrait, à un moment ou à un autre, aussi aller faire des soins, le fait est que ce n'est pas ça qu'ils ont en tête à ce moment-là. Alors, peut-être que certains se sont mis à Harry Potter parce qu'elle est devenue tellement anti-trans qu'elle est prête à financer des nazis, si tant est que ceux-ci deviennent anti-trans également. Le fait est que l'œuvre en elle-même ne contient pas ces messages, ou peut-être comme Bill Willingham, en fait, contenait déjà, mais qui peuvent être mis sous tellement de vernis, sous tellement de couches, que chacun peut y trouver son compte.
Je ne pense pas que l'on devienne nazi en lisant Bill Willingham. Je ne pense pas que l'on devienne quelqu'un de mauvais en lisant Harry Potter. Par contre, et ça je le dis sincèrement, je pense que Neil Gaiman a fait beaucoup de mal à la littérature et à tous ses fans. Je pense parce que notamment toutes les choses qu'il avait mises en place dans ses œuvres et ses univers, toutes les prises de parole et toutes ses prises de position, sont maintenant remises en question à l'aune de ses actes et des choses qu'il a pu commettre. Je pense qu'il faudra retenir, aujourd'hui en tout cas, Neil Gaiman pour l'homme et l'artiste qu'il a été, avec ses contradictions. Si j'ai pu parler de Fatty Arbuckle, c'est bien parce que son nom n'est pas sombré dans l'oubli. Si j'ai pu parler de David Griffith, c'est bien parce que son nom n'a pas sombré dans l'oubli. Est-ce qu'il le mériterait ? Ça, c'est une autre question, et je ne pense pas que c'est à moi de le jauger. Je ne pense pas que Neil Gaiman rentrera dans l'oubli. L'impact qu'il a eu sur la culture et sur l'environnement littéraire font que c'est un nom qui va rester, au moins pour les prochaines décennies à venir. Ainsi donc, il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec Neil Gaiman, du moins avec l'héritage qu'il laisse, en bien comme en mal. Et c'est un peu cette espèce de problématique actuelle qui nous revient avec beaucoup d'autres noms que j'aurais pu citer et que je n'ai pas cités, du fait qu'il nous faut parfois regarder en arrière et voir un artiste dans l'ensemble de ce qu'il a fait, y compris dans les choses les plus mauvaises. Donc, pour répondre à la question, à savoir peut-on séparer l'homme d'un artiste ? Non. La réalité est que Neil Gaiman, l'homme qui a accompli les actions qui relèvent de délits pénaux, voire criminels, n'a pas à être séparé de l'artiste. Les deux étaient la même personne, le premier a infusé dans l'autre, et il est probable, possible même que certaines choses, avec l'analyse et le temps, reviendront à révéler peut-être une partie de cette noirceur. Toujours est-il que, par rapport à tout ça, le fait est que, encore une fois, le personnage de Neil Gaiman, aujourd'hui, doit être condamné, et qu'une partie de cette condamnation doit être individuelle. Chaque personne doit choisir s'il décide ou non de continuer de donner de l'argent à un individu comme lui. La réponse me concernant est claire, et je l'ai fournie lors de ce podcast, mais ce que je voulais aussi montrer, c'était la difficulté qu'il pouvait y avoir à essayer de conjuguer, d'un côté, nos préjudices moraux, et de l'autre, peut-être, notre volonté d'aller vers quelque chose qui nous transcende, et l'art en est un moyen. Ainsi donc, est-ce qu'il faut oublier Neil Gaiman ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudra faire comme avec certains autres auteurs qui ont pu avoir des conduites aussi problématiques, les rappeler et toujours les encadrer. Maintenant, c'est une réponse que chacun doit trouver au fur et à mesure du temps et de son évolution, et ça n'est pas une pureté militante que de chercher à évoquer un homme dans toute sa complexité et dans toutes les actions qu'il a pu accomplir, y compris les plus sombres. Quant à moi, je vais vous laisser maintenant sur cette dernière note. Je vais conclure l'épisode qui a déjà duré pas mal de temps. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à le sortir. C'est pas tant que le sujet était compliqué que j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Je reviendrai très rapidement pour la suite. J'ai déjà l'épisode 3, donc pour ce qui est de la question et du questionnement de cette émission. Je reviendrai également très prochainement avec spécifiquement sur mon Patreon. Je reviendrai sur des épisodes bonus, donc vous pourrez écouter assez rapidement maintenant. Et puis voilà, donc je voulais juste terminer là-dessus et vous souhaiter donc une bonne journée avec un sujet un peu difficile. Et je peux déjà vous dire que le 3e épisode de cette émission, donc l'instant carrément pas nécessaire, portera sur le paradoxe du héros. Plus spécifiquement le paradoxe du justicier, et on explorera avec ça le personnage de Daredevil qui a eu un reboot de sa série sur Disney+. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu, même simplement à me faire des commentaires pour m'évoquer son retour. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir d'autres œuvres, d'autres artistes qui seront, je l'espère, beaucoup moins problématiques. Voilà. Donc je vous dis à très vite, en espérant ne pas avoir de pause de 2 mois cette fois. Merci encore pour l'écoute, et à bientôt.